Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors, le sujet du jour, c'est encore de la technique, hein. Nous, on essaye, on s'adresse pas mal aux débutants, donc on essaie de faire de la technique et aller un peu au fond des choses, hein. Pas juste vous dire, tiens, il y a le moteur comme ça. Non, on va tout décortiquer, prendre toutes les cotes et faire aussi les photos. On mettra tous les détails sur rcmac.com. Voilà, et on détaillera, je pense qu'on fera un petit comparatif avec un petit moteur OS que j'ai récupéré aussi pour voir les différences de conception. Alors ce moteur, c'est le moteur Kyosho, qui est monté notamment sur la FW06, mais aussi sur d'autres voitures, dont certains TT. Et c'est le KE15SP. Voilà, c'est ça, j'essaye de ne pas me tromper. Donc c'est un moteur à tirette, avec un échappement latéral. Alors pour ceux qui sont intéressés par des coups de réseau, tout ça, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur, vous allez sur les vidéos pour la FW06 et j'en ai fait une spéciale échappement avec modélisme 34. Il m'a trouvé des, je lui ai demandé, essaye de me trouver des échappements parce que maintenant on trouve pas grand chose en fin de compte en choix. Il m'a trouvé des échappements sympas, donc vous pouvez aller voir, hein, pour les coudes, tout ça, parce que ça va grandement améliorer les performances, surtout les coudes et pots qui sont livrés sur les Kyosho. Franchement, surtout le coude, il bride à mort le moteur. Donc là, il y a quand même pour une douzaine d'euros, vous avez déjà un coude qui est vraiment plus sympa. Alors, ce moteur, donc échappement latéral, mais par contre, c'est un carbu à tiroir. Avant, c'est vrai que c'était beaucoup des carbus rotatifs, hein, comme en avion. Là, maintenant, c'est un petit carbu à tiroir assez sympa, d'ailleurs, hein. C'est exactement le même genre qu'on trouve sur les 1/8. Qu'est-ce qu'il y a comme autre caractéristique? On voit qu'il y a l'embout, le vilebrequin, c'est fileté. Alors ça, il faut en tenir compte pour les adaptations. Il faut un adaptateur sur la plupart des embrayages. Je rappelle que sur les moteurs TT, c'est souvent un vilebrequin lisse. On appelle ça type SG. SG parce que c'était le fabricant dans les années 80 de voitures italiens qui avait demandé à des marques, je pense que c'est Pico, à l'époque OPS, de faire des vilebrequins pas comme les avions, c'est-à-dire filetés, où il fallait mettre obligatoirement un adaptateur, un vilebrequin lisse, voilà, où il y a juste besoin d'un écrou et le roulement il tourne directement sur le vilebrequin. Là, on est sûr que ça tourne parfaitement rond. Voilà, alors là, c'est pas le cas, mais c'est normal, c'est souvent comme ça sur les 1/10. Alors, ce moteur, on va entièrement le décortiquer, prendre les cotes, faire les photos, mettre tout ça sur RC Mag, et quant au démontage, on va le faire ensemble. Mais si vous voulez plus de détails, tout ça, je le mettrai sur le forum de RC Mag. Et on verra même si éventuellement on peut le taper un peu le moteur. Des fois, c'est le genre de moteurs qui sont un peu simples. Et avec une bonne Dremel, tout ça, on peut lui arracher un peu quelques micro-chevaux, quelques dixièmes de chevaux peut-être. Allez, on attaque tout de suite le démontage. Alors, on va attaquer le démontage, hein. Tiens, on va commencer par le bouchon. Alors ça, il faut une clé de 2. Voilà. Enfin, le bouchon, c'est plutôt le lanceur. Alors faites attention, bien sûr, quand vous démontez au ressort, hein, que tout se barre pas. Parce que autant le moteur, bon, en prix, bon, c'est pas pour du Kyosho, hein, je dis toujours, c'est pas de la folie. Par contre, les pièces détachées, moi je trouve que c'est assez cher. Alors faites attention. Alors par contre, c'est des moteurs qui sont solides, hein. Si vous mettez le bon carburant, si vous faites attention à la filtration, voilà, tout ça c'est important. Mais par contre, si vous voulez des pièces comme le lanceur, franchement, pareil. Ça, je l'ai le même cas sur le Neo. Nous, ça fait maintenant 2 ans qu'on l'utilise. On n'a jamais eu de problème de lanceur. Mais parce qu'on fait attention, hein, faut pas tirer trop fort dessus. Il faut faire des courses très courtes. Voilà. Et là, on démonte. Voilà. On a le lanceur. Voilà. Ce qui est bien, c'est que il y a la petite plaque ici qui est retenue par une vis. Donc, l'ensemble, là, il est bien retenu. Tandis qu'il y a des lanceurs, hein, sur certains moteurs, surtout les très bas de gamme, quand vous démontez, le risque c'est que le ressort, bing, il saute. Alors là, je vous dis, pour le remballer, le ressort, c'est galère. Donc là, on a le lanceur. Donc ça, je peux vous dire, si vous faites attention, il va vous faire largement la vie du moteur. Mais bien sûr, il faut faire des petits coups secs.
Voilà, faut pas, si vous tirez comme un malade, quand il est noyé déjà, vous risquez de l'abîmer. Et surtout, si vous tirez trop sur une course trop importante, là aussi, vous risquez de l'abîmer. Donc, c'est toujours des petits coups secs qu'il faut faire. Allez, hop, on démonte. Après, vous avez ici la roue libre. Alors, la roue libre, vous voyez, dans un sens, elle est débrayée, ça tourne dans l'autre sens, ça entraîne le moteur. C'est ça qui va permettre, une fois que le moteur est lancé, voilà, de débrayer, en fin de compte, le lanceur. Et là, vous avez une partie hexagonale qu'on retrouve ici, hein. Donc voilà, c'est ça qui va être l'entraînement de la roue libre. Donc la roue libre, c'est une pièce, faites attention, il y a un sens. Voilà, et vous voyez, la roue libre, c'est une sorte de roulement à aiguille, en fin de compte, et donc qui est assez long, hein, qui dépasse de la partie en acier hexagonale, hein. Donc le sens, faites attention, c'est celui-ci, et on voit, ça rentre en plus dans la partie lanceur, qui me semble être en plastique. Allez, on va continuer à démonter. Hop. Voilà, là c'est la même taille, c'est encore du 2. Ouais, on dirait que c'est du plastoc. Tiens, bizarre. On va voir ça. Donc là, le bouchon. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que c'est tenu par 4 vis à chaque fois. Parce qu'il y a certains lanceurs, ils sont tenus que par 3 vis. Alors bon, c'est un poil moins bien. Voilà, mais les lanceurs Kyosho, franchement, ils sont plutôt solides. Et heureusement. Voilà. Hop. On a les 4 vis. Alors, ce qui est bien, c'est de la vis. C'est du 6 pans. Là, c'est de la tête bombée. Et pour le lanceur, c'est de la tête cylindrique. Donc ça, c'est hyper facile à retrouver. On peut même les monter en inoxydable si on veut. Pareil, là, il y a certains moteurs que j'ai déjà démontés, hein. Vous avez vu, c'était du cruciforme, hein, dans les moteurs bas de gamme. Alors là, c'est nul, quoi. Donc là, au moins, avec une bonne clé, aucun risque d'abîmer. Et là, vous avez, alors faites attention, vous avez une petite flèche ici, c'est pour vous indiquer le sens du montage du bouchon. C'est toujours en haut, parce qu'il y a sûrement un dégagement pour le piston au point mort bas, on va voir. Mais de toute façon, quel que soit le moteur, hein, alors ça, pareil, je m'adresse essentiellement aux débutants. J'ai fait beaucoup de vidéos sur les démontages moteurs, regardez bien, à chaque fois, c'est la même chose. Il y a toujours un sens de montage pour le bouchon. Allez, on démonte. Voilà, et on le voit bien, ici, le dégagement. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Ce dégagement, en fin de compte, c'est pour le moteur. On va le voir, regardez. Le piston, ici, au point mort bas, il dépasse. Alors si le bouchon il était comme ça, sur tout le tour, bien sûr, ça taperait dedans. Donc faites attention, c'est très important de bien respecter le sens de montage, hein. Ça, je vous dis, j'ai déjà vu des casses. Et il y a même des moteurs où ici, c'est juste une fente. Donc c'est-à-dire si c'est au point mort bas et qu'on tire, on peut casser la jupe du piston. Donc faites attention. Après, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'entraîneur. Alors le bouchon, ouais, effectivement, il est entièrement en plastique. Et il y a un palier apparemment métallique qui est moulé dedans. Donc là, voilà, on le voit ici, avec le joint torique. Alors là, on a un petit palier donc, qui va être lubrifié. D'ailleurs, on voit qu'il est sec. C'est complètement sec. Donc, même avant de démarrer le moteur, à mon avis, il faut mieux le démonter pour lubrifier, avec du lubrifiant spécifique pour les moteurs. Et là, on voit que c'est sec. Alors, si on démarre, on risque un tout petit peu, avant que l'huile puisse passer. Ça, c'est quand même pas hyper normal. À mon avis, c'est un moteur qui a été monté il y a longtemps. Ça a dû, je sais pas. Mais ça, normalement, vous verrez quand je vais le remonter, je vais mettre pas mal d'huile de remontage. On va bien le lubrifier. Comme ça, sur le palier, il n'y aura pas de risque d'usure et pas de risque d'abîmer le joint. Le joint qui est ici. Et vous voyez, ici, il y a l'insert, qui est une sorte d'alliage, alliage de cuivre, je pense. Voilà, un truc un peu style bronze. Voilà. Et ici, on a la partie, l'entraîneur du lanceur, avec, vous voyez, il y a une pente ici. Et c'est ça aussi qui va permettre de débrayer le lanceur et de faire l'entraînement. Voilà. Quand l'ergot qu'il y aura sur le vilebrequin, je n'ai pas encore regardé comment c'est fait, mais généralement, il y a soit un ergot, un petit pion qui est fixe, ou alors un pion qui se rétracte. Ben voilà, normalement, ici, ça entraîne, et après, quand le moteur est lancé, voilà, ça le débraye. Voilà, alors on va le regarder. Alors je regarde si c'est un pion. Voilà. En fin de compte, le pion, est-ce que vous voyez ici? Tac, tac. Je vais essayer de faire un zoom avec mes gros doigts. Regardez le pion. Donc ça, c'est le pion d'entraînement et il est monté sur un ressort. Alors si vous regardez les vidéos que j'ai fait sur le moteur, le K21 qui est sur le Neo et le MP9, qui sont d'excellents moteurs, c'est exactement le même système, hein.
Donc, c'est monté sur ressort, voilà, ça a sauté, heureusement. Voilà, ça fait attention, il est là. Et au fond, on verra qu'il y a un petit ressort. Donc ça permet de débrayer et de moins bouffer de puissance que si on a un ergot, comme la plupart des moteurs à tirette, qui est fixe, hein, qui est usiné avec le vilebrequin. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et là, on voit déjà la bielle, qui est assez jolie, hein, elle est un peu retravaillée. Donc au moins, c'est pas un truc tout simple. Allez, on va continuer. Tiens, on va démonter le carbu. Alors là, il faut une clé de 7. Ça aussi, c'est assez classique. On tapote un peu sur la fixation. Alors la fixation, c'est une clavette. Attendez, alors, hop, est-ce qu'elle vient à la fixation? Bon, ça, je pense qu'il faudra tirer un peu plus. Je vais voir s'il y a sûrement un sens de montage. Alors, il y a l'écrou, la rondelle, voilà, c'est parce qu'il y a un sens de montage. Et donc, on retrouve une clavette hein, qui est sans joint d'étanchéité, mais dans cette taille, ça aurait été difficile. Et vous voyez bien le système, hein, en tirant, en vissant ici, bah, ça coince le carbu. Voilà. Donc, il faut faire attention de ne pas trop serrer ici. Alors, il faut serrer suffisamment pour que le carbu soit bien sûr bien fixé, qu'il ne tourne pas. Mais bien sûr, il faut ne pas trop serrer, parce qu'autrement, vous allez abîmer l'embase du carbu. Alors, on a le carburateur, alors l'embase qui est métallique, avec deux joints toriques, on les voit bien ici. Donc ça c'est bien aussi, parce que sur les petits moteurs en dixième, souvent il n'y en a qu'un. Là ils ont exactement fait pareil que le moteur 1 huitième. Le carbu c'est vraiment une reproduction du carbu 1 huitième, mais au 1 dixième. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, hein. Les deux joints d'étanchéité, là ça va assurer vraiment un fonctionnement qui devrait être sans problème. Autrement, ce carbu, je vous le démontrerai. On le démontera par la suite. On va voir comment on fait pour le démonter si jamais il y avait un problème. Ça, faut pas faire n'importe comment. Faut pas le faire n'importe comment non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va extraire maintenant. Hop, je vais dézoomer un peu. Maintenant, allez, là, c'est la clé. C'est du 3, je pense. Non, du 2,5. Voilà, là, pareil, c'est bien. C'est du 6 pans. Vous voyez, le moteur, c'est quand même relativement simple. C'est du Kyosho, hein, donc généralement, Kyosho, c'est de la qualité. Il n'y a pas de problème. C'est juste un peu trop cher. Mais pour le reste, les moteurs, ils ont vachement évolué. Hein, parce que moi, j'ai eu vraiment les premiers à tirette. Hein, j'avais fait un article, je ne me rappelle plus, pour RCM ou T8. Et franchement, c'était moyen. C'est les tout premiers qu'il y avait sur les Infernos. Depuis, ça a vachement évolué. Je pense qu'ils ont changé de fournisseur. Et les moteurs sont quand même... Avant, par exemple, il y avait le moteur, il servait en même temps de support moteur. C'était monobloc. Alors, dès qu'on foirait une vis... Bah, c'était mort, quoi. Enfin, c'était vraiment compliqué, je trouvais. Alors là, on a donc la culasse avec un insert séparé. Donc c'est le même principe qu'un peu que sur les moteurs compétition. Hein. Souvent, il y a un insert séparé. Et là, on a une bougie standard. Alors, par contre, l'insert, je remarque qu'il est vachement... il n'est pas très conique, en fin de compte. Il est très évasé, mais c'est assez ouvert. Et la bougie, je vais voir s'il y a un... Je vois pas de numéro dessus. Mais les bougies, là, dessus, vous pouvez mettre, par exemple, les bougies de chez Cyril, Modis 34. Ça, il en vend pas mal et elles sont très réputées par rapport au prix. Le rapport qualité-prix est très bon et c'est ça que je mets sur le Neo et sur le MP9. Je pense là-dessus, ce qui irait bien, c'est des N3 de chez Obitech. Voilà, N3, N4. Voilà, ça dépend du taux de nitro qu'on met. N5, ça me paraît un peu fort hein, parce que c'est quand même des tout petits moteurs. Donc là, je vois pas les joints toriques. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a une bougie d'origine, heureusement. Donc on voit l'usinage. Voilà, des puits assez importants pour gagner un peu de poids, je pense. Voilà, par contre, c'est assez brut. La partie du bas, elle n'est pas usinée. On voit que c'est tronçonné. Hein. On voit les traces ici, mais bon, par contre, bon, c'est une culasse tout à fait correcte. Ici, on va trouver, faites attention à ça, c'est, apparemment, il n'y en a qu'un, on mesurera, c'est le joint de culasse, hein, qui est en une sorte d'alliage de cuivre aussi. Et pour la chemise, elle vient pas comme ça, je vais pas trop forcer dessus, là, il y a plusieurs méthodes. Hein. Moi, j'ai un extracteur de chemise, mais comme tout le monde n'a pas ça, je vais pas montrer avec mes beaux outils. On va essayer de le faire classiquement. Hein. Vous voyez, vous pouvez mettre un collier. On va voir si ça suffit comme ça. Voilà, là on voit qu'il a décollé. Hop. Je l'ai rentré de nouveau. Je vais le faire plutôt
avec un peu moins, ouais, un petit collier plastique normalement, ça marche plutôt pas mal. Voilà. Vous voyez, là il a bien décollé, et avec le collier plastique, l'avantage c'est qu'on risque pas de l'abîmer. Voilà, par contre, il faut que je le ressorte. Et là, normalement, mais par contre, c'est méga sec, quoi. Il n'y a pas d'huile. Alors là, je suis quand même. Là, je dis faites gaffe, parce que alors, si vous achetez une voiture comme ça, bah, ce serait pas mal de lubrifier l'ensemble. Voilà, bah, je serais content. Ça, c'est le moteur de la FW06 de Cyril, hein, de Modis 34, qui m'a passé sa voiture, que je vais préparer. Donc, Cyril, si tu regardes la vidéo, j'espère qu'il les regarde quand même, les vidéos, vu que c'est lui qui me fournit le matériel, qui nous aide. Heureusement qu'on n'a pas démarré comme ça, parce que ça aurait été un peu sec, même beaucoup sec. Regardez, il n'y a quasiment pas d'huile. Ouh, ouh. Ah, j'ai éternué. Ouais, je disais donc, ouais, il y a quasiment pas d'huile. Donc, ouais, c'est pas bon ça. Donc ça, on va tout lubrifier, et pour pas risquer d'abîmer le moteur. Parce que s'il tourne à sec, au début, ça va un tout petit peu gripper, et c'est pas terrible, surtout au niveau du lanceur. Alors là, vous voyez, il y a un tout petit peu d'huile, vous voyez, c'est un peu brillant, mais il y a quasiment rien. Alors que ce qu'on peut voir, on va zoomer un peu. Déjà, il y a un segment d'huile pour l'étanchéité. C'est un piston de type moulé. Alors, il y a aussi des types usinés, ça veut dire le piston il est complètement usiné. Là, il est moulé et après usiné. Et on a la bielle, donc qui est retenue par un axe traversant et des petits circlips, là, on voit. C'est eux qui tiennent. Alors ça, je vous dis, ça vaut pas le coup de les refaire, ces moteurs-là. Si jamais il est abîmé, tout ça, faut mieux. Ça reviendra trop cher si vous achetez une bielle à part ou une chemise piston. C'est quasiment, enfin, ça chiffre vite. Et en plus, souvent, la réparation, ça dépend qui le fait. Et un peu de la chance aussi. Des fois, ça dure pas si longtemps que ça. Qu'est-ce qu'on a? On a un trou de lubrification ici. Voilà, attendez, voilà. Est-ce que ça fait le point? Voilà, ouais. Donc lui, cette saignée là va apporter de l'huile sur le maneton de vilebrequin, et là on voit que c'est fraisé, hein. Ça, c'est pour faciliter le montage sur le vilebrequin. Et là maintenant, il reste plus qu'à extraire le vilebrequin. Là, c'est simple, hop, on tapote comme ça. Et voilà, il est là, le vilebrequin complet. Donc qui est assez simple, hein. Donc c'est plutôt simple. C'est là qu'on peut éventuellement gagner un peu de chevaux. Allez, je vais un peu essuyer ça. Et excusez-moi, j'ai une quinte de tout depuis tout à l'heure. Et on va regarder ça d'un peu plus près. Notamment, on va démonter le carburateur. Avant de faire le remontage du moteur, hein, et de parler certains points techniques, comme éventuellement les éventuelles préparations qu'on pourrait faire dessus, on va dépouiller un peu le carburateur, pas entièrement, hein. Donc voilà, j'ai démonté le soufflet. Alors le soufflet qui est bien souple, donc ça c'est un bon point. Ça évitera qu'il se déchire, je pense. Là, vous avez exactement la même fixation que sur les moteurs 1/8. Alors là, vous avez ici la vis de reprise, le réglage de la reprise. Ici, vous avez l'arrivée d'essence, et ici, donc le pointeau principal. Et là, vous avez la vis de ralenti. Et pour démonter le boisseau, il va falloir desserrer la vis de ralenti. Alors c'est là qu'il va falloir faire attention, notamment au remontage. Alors on peut voir qu'il y a un petit joint torique, voilà, qui assure l'étanchéité. Et la vis, l'extrémité qu'on va démonter, elle vient s'appuyer là-dedans. Alors au remontage, il faut être bien sûr qu'on est bien dedans, voilà, parce qu'autrement on risque éventuellement de marquer le boisseau, mais qui est en acier, hein, et en plus qui est sûrement traité en surface. On voit la finition qui est assez belle. Donc là, vous avez la fameuse vis de ralenti avec son bout arrondi. Là, on a le boisseau avec l'aiguille. Donc ça, c'est important. Faut pas que c'est de choc. Faut que ça soit. Donc c'est cette aiguille qui va se déplacer quand on va jouer sur la reprise ici. Et au fond, regardez, l'aiguille elle rentre dans ce trou, hein, dans l'arrivée d'essence. Donc c'est là que va se faire le mélange. Voilà. Et là, cette petite saignée, normalement, j'ai cru le voir qu'elle est là. Voilà, la saignée qui est ici, c'est juste pour éviter que l'air s'accumule dans le soufflet. Voilà, qu'on le fait actionner. Donc voilà, ça c'est pour évacuer juste l'air. Voilà. Donc la seule saignée qui est importante, par contre, c'est celle-ci. C'est pour le réglage du ralenti. Et là, vous avez une bétaire. Faites attention parce que ça, c'est un peu fragile. Ça permet d'orienter
donc la commande sur le boisseau. C'est-à-dire en desserrant, vous pouvez le tourner, donc changer l'orientation. Donc ça, c'est bien pour aligner, par exemple, une commande, hein, pour que ça soit parfaitement, aligné. Parce que si ça tire de travers, tout ça, automatiquement, au bout d'un moment, vous aurez des problèmes, hein. Ça va coinsouiller un peu, ça va commencer à s'user, donc ce sera pas fantastique. Donc voilà, donc c'est un carbu qui est, un mix plastique alu et acier. Voilà, donc c'est tout à fait classique, hein, c'est ce qu'on retrouve, alors là, je le remonte pas tout de suite, hein, parce que je vais le lubrifier, parce que là aussi, c'est sec comme un coup de trick. Après, je voulais juste revenir sur le vilebrequin. J'ai donc démonté, ah, le ressort, il est parti où? Bien sûr, voilà, il est parti là. Donc faites attention, parce que vous voyez, juste en voulant le déplacer, il a sauté. Donc vous avez ici le maneton. Voilà, c'est là-dessus que vient se mettre la bielle. Il est creux. Dedans vient se mettre le ressort. Donc il faut faire attention qu'il se barre pas. Et vous avez le pion. Et le pion, voilà, ça permet qu'il puisse s'effacer une fois que le moteur est lancé. Et ça fonctionne ensuite comme un moteur standard, hein. Ça évite d'entraîner le lanceur en permanence. Donc ça évite d'user le lanceur. Voilà, et ça permet de gagner en rendement. Donc le système, moi je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal. Le vilebrequin, il est assez brut. Par contre, la finition est bonne, hein. Si je regarde le conduit, c'est parfaitement lisse. Alors ça fait partie des choses où on pourrait un peu taper en faisant des virgules, tout ça. Mais là, ça devient un peu compliqué techniquement. Mais là, il y a quand même, pour celui qui s'y entend, il y a moyen de gagner un peu de puissance. Au niveau du carter, là, on voit le roulement arrière. Voilà. Et ici, vous avez le roulement avant qui est d'assez grand diamètre, hein, par rapport à l'habitude. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est exactement le même diamètre. C'est le même type de roulement, avec, sauf que là, il est flasqué plastique, hein. Ça, c'est pour assurer l'étanchéité. Autrement que ce qu'il y a comme caractéristique, donc là, ici, il y a les fixations de l'échappement. Voilà, donc ça va falloir bien, là c'est bien plat, mais ce qui est important, c'est que le coude qu'on met, surtout si on met un coude d'une autre marque, que ça soit parfaitement plat. Alors ça vous regarderez les vidéos que je vais faire sur la FW quand on va monter le résonateur. Vous verrez comment on fait, hein, si c'est pas pour voir que c'est le plus plat possible, hein. C'est des fois, surtout sur les produits qui peuvent s'adapter, souvent c'est des produits pas trop chers et des fois c'est un peu déformé. Donc si on veut une bonne étanchéité, c'est important. Là, vous avez le pion de centrage pour la chemise. Voilà, pour le reste, c'est tout à fait classique, hein. Il n'y a rien de spécial. Faut s'assurer que c'est parfaitement propre, mais par contre, on dirait que ça a été lavé tellement que c'est sec. Et ici, vous avez donc les transferts, voilà, qui sont. On voit qu'il y a une belle finition. Donc de ce côté-là, pas de problème. Alors maintenant, on va finir par la chemise. Alors la chemise, moi, ce qui m'étonne un peu, alors là, vous avez les transferts qui sont, mais alors, ridicules, quoi. Ils sont vraiment très, très petits, quoi, par rapport... tiens, mais je vais aller chercher, pendant que je l'ai à la main, je vais couper la vidéo, je vais aller chercher, je crois que j'en ai une chemise de la version 1/8e, le même moteur à peu près, mais version 1/8e. Et j'en ai profité, hein, que j'ai mon moteur 1/8e et un autre qui sont démontés. On va faire un petit comparatif. Déjà, le carbu, regardez. Voilà, pour ça que moi, je pense que ça sort de la même usine. Regardez, c'est strictement la même forme, la même conception. Vous voyez, 2 joints. C'est strictement la même commande. Vous voyez, la forme, tout est pareil. Regardez, le pointeau, c'est le même, tout ça. Sauf que c'est en taille réduite. Donc voilà, c'est pour ça que je soupçonne que c'est identique. Si on regarde l'insert, là vous avez le insert 1/10, là le insert 1/8, on voit que c'est la même conception. Il n'y a que la taille qui change. Le vilebrequin, alors bien sûr, il est un peu plus travaillé sur la version 21, il est plus gros bien sûr, c'est là qu'il y a la plus grosse différence, hein. Mais il y a le même principe. Regardez, le petit pion, je l'ai là, c'est-à-dire c'est la même taille, j'ai regardé. Le petit pion qui se rétracte, voilà, dans le vilebrequin, dans le maneton, donc c'est identique. Si on regarde les lanceurs, bon, on voit c'est le même principe, hein, les roues libres, je regardais, c'est les mêmes. Il n'est pas beaucoup plus petit, hein, le lanceur du 1/10, mais il est mieux conçu, parce que là, vous voyez la corde, le système peut se déboîter. Là, au moins, il est sous un petit carter là, qui tient par une vis,
Donc je trouve qu'il est mieux conçu, celui de la version 1/10. Si on regarde les ensembles chemise-piston, alors bien sûr il y a une différence de taille, mais on voit c'est le même principe hein, au niveau de la fixation. Clips, les bielles se ressemblent quand même pas mal. C'est juste une histoire d'échelle. Voilà. Par contre, au niveau des chemises, si là on a une chemise qui est avec des ouvertures qui est à peu près identique au moteur 1/8, hein, type compétition, on voit il y a quelques fraisages hein, pour améliorer l'écoulement. Là, c'est hyper fermé, quoi. Regardez, c'est tout petit. Alors je pense que là, il y a quand même de quoi taper, hein. Alors après, il faut savoir sur quoi taper au niveau, mais je pense que celui qui s'y connaît un peu en moteur, qui est un peu balèze avec la Dremel, il y a déjà des choses à faire, hein. Là, on a l'échappement. Ici, on a les 3 transferts d'admission, mais qui sont vraiment très, très petits. Alors, est-ce que c'est pour brider les performances et pour gagner plutôt en fiabilité, hein, pour pas avoir un dragster, parce qu'un 2.5, ça peut pousser grave, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, donc ça ira, je pense. Je vais pas le faire maintenant. Ce que je vais faire, quand le moteur aura tourné, on va démonter. Et vous voyez, quand ça tournait, généralement, bon là, c'est pas le cas, c'est une neuve, mais on voit le passage des gaz. Donc, on voit exactement. Donc, il y a moyen après, voilà, de faire des pentes comme on a ici. Voilà, et peut-être aussi d'agrandir les transferts. Parce que si je regarde les transferts à l'intérieur de la chemise, ils sont bien plus larges que ceux qui sont usinés là, hein. Donc, je pense qu'il y a quand même moyen de taper à ce niveau-là. Voilà, donc vous avez vu hein, un peu les différences. Là, on a pu comparer avec le moteur 1/8. Allez, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire le remontage du moteur. Et là, on va utiliser l'huile qui va bien, parce que, comme je vous l'ai dit, d'origine, moi, je trouvais que c'était très sec. On va attaquer le remontage du moteur. J'ai tout nettoyé. On va utiliser l'Afteron de chez Labema. C'est une huile de remontage moteur anti-corrosion. Ça permet aussi de le conserver. Donc on va faire, alors là je l'avais déjà fait à vrai dire, hein, mais je vais vous montrer. Hein. On va lubrifier le roulement arrière, on va lubrifier le roulement avant. Je vais passer par ici parce que là il est flasqué plastique caoutchouc, hein, et censé être étanche. Et le vilebrequin, j'ai pas monté encore le ressort ni le pion. On montrera à la fin. J'en mets ici aussi. Hop. Et là, je peux vous dire que ça sera beaucoup mieux, hein, surtout pour un premier démarrage. Après, on va mettre le piston et la bielle. Alors, je rappelle, il y a un sens de montage. Alors déjà, sur le pied de bielle, alors bizarre, non, la tête de bielle, parce qu'en fin de compte, c'est inversé. On pourrait penser que le pied de bielle est en bas, la tête est en haut. En fin de compte, non, la tête de bielle est en bas. Et là, ça se met donc sur le maneton. Il y a une petite bague en alliage de cuivre, hein, et le fraisage est un peu plus important. Alors là, c'est côté. Là, vous avez la saignée avec le petit trou de lubrification. Mais ça se monte côté plateau. Alors là, je l'ai lubrifié aussi à l'avance, hein. J'ai lubrifié aussi le piston. Là, on le voit peut-être pas parce que je l'avais déjà fait à l'avance. À vrai dire, j'avais lancé la vidéo et il y a eu un petit bug. Ça s'est arrêté en cours de route. Donc là, la chemise, on va la monter aussi. Là, on remet de l'huile autour. On en met un peu à l'intérieur. Voilà. Hop, hop. On peut pas hésiter. Là, on voit qu'il y a le pion. Il est côté échappement. Ça, c'est pour bien centrer la chemise. Et vous voyez, l'échappement, il est en face du pion. Donc là, on met en place. On fait en sorte que le piston, il rentre dedans. On guide un peu. Voilà, une fois qu'il est dedans, on peut mettre en place. Et une fois que c'est bien en face, on appuie. Normalement, voilà. Regardez, bon, c'est l'avantage des moteurs asiatiques. Souvent, les jeux sont assez libres. Et donc ça rentre assez bien. D'ailleurs, ici, je vois, il y a un petit morceau de caoutchouc. Voilà, je l'ai retiré. Ça doit être un petit morceau du joint torique du carbu. Voilà, ça c'est souvent quand la clavette qui le marque quand on le serre. Voilà, donc ça, c'est monté. C'est nickel. Alors ça, faudra... là, je ne l'ai pas encore fait, mais je le ferai à la fin. Il faudra penser à le faire sur les supports moteurs, comme j'ai récupéré sur une FW06. Ils avaient mis un peu trop de frein filet et ça avait débordé entre le moteur et le support. Alors bien sûr, l'étanchéité, ça fait isolant. Et après, ben, il y a, le refroidissement, il n'est pas optimum. Alors il faut toujours s'assurer qu'il n'y a pas de frein filet qui vient s'insérer entre le support et le bloc moteur.
Allez, on continue, on va monter, on va commencer, tiens, allez, on va monter l'insert. Alors, l'insert, c'est des bougies standards, hein. J'ai dit des 3, des 4 Obitex, ça ira très bien, je pense. Le petit joint, c'est un alliage de cuivre, apparemment, et c'est du 1/10. Voilà, et on le monte là, il n'y a pas vraiment de sens. Et là, on va pouvoir monter la culasse. Alors, la culasse, elle est fixée. Alors, déjà, la culasse, elle a un diamètre de 44. Donc, c'est assez important pour l'échelle. Il y a 8 ailettes pour une hauteur de 31 mm. Voilà, donc on va pouvoir la monter. Et on va utiliser les vis qui étaient livrées avec. Hein, donc, bien sûr, c'est des vis de 3 x 12. Donc, l'avantage, c'est qu'on les trouve assez facilement, ces vis. Donc, ce ne sera pas un problème si jamais elles sont abîmées, qu'on veut les changer. Voilà, donc il y aura... Hop, bien sûr, j'ai pas pris les bonnes clés. C'est toujours comme ça quand on prépare un truc. Alors, les clés. Voilà. Alors, la culasse, vous allez voir, faut surtout pas serrer. On met en place les vis. Alors, faut surtout pas serrer à fond. Hein. Ça, c'est un peu comme les culasses réelles en voiture ou les carters, enfin, toutes ces choses-là. Va falloir serrer ça en croix. Là, on fait juste approcher. Dès que je suis en contact, je desserre d'un tour. Ça, c'est important hein, pour que ça se mette bien en place. Alors ça, on pourrait éventuellement, là je ne l'ai pas fait, hein, parce que les vis me semblent de qualité. Mais si on a un petit doute sur les vis, faut les changer. Hein. Ça, on les trouve très facilement. Cyril de Modis 34, il en propose en inox. C'est vrai que j'aurais pu... toutes les vis d'ailleurs qu'il y a sur le truc, maintenant il les a, j'ai vu, j'ai regardé. Dernièrement, il a rajouté plein de vis à son catalogue, là, à sa rubrique visserie. Et maintenant, il a, comme le reste, c'est des vis de 2,5. Maintenant, il a un peu tout. Allez, on va commencer à mettre en contact. Alors, vous voyez, j'en mets en contact une là. Je vais en face. Après, je vais ici. Là, c'est juste pour le mettre en contact. Et je vais en face. Voilà. En fin de compte, il ne faut jamais faire ça, ça, ça et ça. Il faut toujours aller à l'opposé. Voilà. Autrement, ça évite que ça se mette de travers. Là, je vais serrer un poil plus. Voilà. Nickel. Voilà. Là, c'est bien serré. Bon, il y a un peu d'huile partout. C'est normal. Mais il faut mieux ça que pas assez, comme il y avait deux boîtes. Allez, maintenant, on va remonter le lanceur. Alors là, on a le bouchon de Carter hein, avec son joint torique. Et c'est là que, pour moi, il y avait un petit problème. C'est que tout ça, c'était ultra sec. Voilà, alors ça, c'est pas bon pour... mécaniquement, c'est pas bon. Alors, le joint torique, on va bien le lubrifier. L'axe, on va bien le lubrifier. Et surtout, j'avais oublié de le montrer, il y a un joint torique ici. Voilà. Donc ça, c'est le joint torique d'étanchéité du bouchon. Alors là aussi, ça a besoin d'être lubrifié. Voilà, voilà j'en ai mis un peu trop. Bon, c'est pas grave. Il faut mieux trop que pas assez. Voilà, ça déborde. J'ai été pris un peu par l'enthousiasme. Voilà. Hop, allez, je le mets en place. Donc là, au moins, le joint torique, on pourra... il s'abîmera pas, parce que bien sûr, ça se rôde aussi, hein, tout ce système. Vous voyez, d'origine, c'est un tout petit peu dur. Donc ça va se rôder. Voilà, donc faut le... Voilà, là, déjà, c'est un peu plus libre. Donc ça, c'est nickel. Alors maintenant, on va monter le pion. Alors, déjà, le petit ressort. Alors, c'est là que je risque de tout... à tous les coups, quand on le fait à vide. Voilà, le petit ressort, il est bien en place. Et maintenant, on va mettre le petit pion. Voilà. Voilà. On s'assure que ça fonctionne bien. Voilà, nickel. Donc ça, c'est bon. Je vais le mettre en bas. Je vais repérer. Le plateau, je rappelle qu'il a un sens de montage. Hein. La flèche qui est en haut. Alors ça, je vais le mettre en bas. Tac. Et normalement, on va pouvoir le monter comme ça. Voilà, et si je regarde, là, on va entraîner. Ça, c'est nickel. Alors, je vais juste faire une petite pause. C'est pour faire les photos. Alors, les vis, je les ai fixées. Hein. Donc là, c'est des vis de 2,5 par 8 têtes bombées. Alors, ne pas confondre avec les vis têtes cylindriques qui retiennent le lanceur. Là, pareil, on va lubrifier un peu.
Alors ce serait peut-être pas cette huile qui serait l'idéal, hein, parce que là c'est pour lubrifier en fin de compte. Mais bon, je vais mettre ça. Moi j'ai toujours mis ça, ça n'a pas posé de problème. Et c'est là qu'on va mettre la roue libre, hein, qui va permettre, là c'est un hexagone de 12, qui va permettre l'entraînement du lanceur. Voilà, alors là je fais bien pénétrer l'huile, mais là c'était complètement sec. Alors je sais qu'il y a des huiles qui sont plus adaptées, mais bon, moi j'ai toujours fait comme ça, j'ai jamais eu un problème de lanceur. Et maintenant on va pouvoir remonter le lanceur. Et pour le moteur, il ne nous restera plus que le carbu à faire. Alors, donc là, faites attention quand même parce que la platine de fixation est en plastique. Hein. Donc attention au serrage, hein, pas de serrer comme une brute. Alors pareil, là, on ne serre pas à fond. Hein. On y va mollo. Et on fera pareil, un petit serrage en croix. Hop. Alors j'ai pas voulu trop tirer la tirette, mais souvent il y a des lanceurs, il y a un repère. Et là, bon, je verrai ça quand on fera le rodage. On fera sûrement une vidéo rodage de ce moteur. Hop. Alors, ce sera pas pour tout de suite, hein, parce que j'ai d'autres projets qui sont en cours de route. Là, je voulais absolument faire le démontage pour faire les photos, les vidéos. Après le remontage, je commencerai par les différentiels, je pense. Mais avant de faire tourner la voiture, je pense qu'il y aura du temps, parce que j'ai plein de projets qui sont en cours de route. Le beau temps commence à venir. Hein. J'habite dans le Languedoc, alors je peux vous dire qu'il y a des belles journées déjà. Donc faut absolument qu'on tourne. J'ai le NXT à finir. Le MP10, j'avais aussi l'histoire du MP9. Enfin, vous voyez, c'est pas les projets qui manquent. Et surtout Kyosho, j'ai quand même un projet qui est un peu prioritaire. C'est la phaser. Donc ça, voilà, là on serre, on y va mollo. Je vais à l'opposé. Je vous dis, hein, faites attention, hein, c'est vraiment la fixation, c'est du plastique. Mais bon, ça tient bien, il n'y a pas de problème. Voilà, et on vérifie. Voilà. Voilà, nickel. Et là, comme c'est bien lubrifié, je peux vous dire que j'avais essayé de tirer sans. Bah, c'était un peu... voilà, on voyait bien que ça coinçait. Et là, c'est nickel. Donc, pas de problème. Alors, un petit conseil. Si jamais vous voulez pas... Vous avez la voiture neuve, ce que vous pouvez faire, hein, c'est mettre un peu d'huile par ici. Donc, de l'huile spécifique. Hein. Vous en mettez un peu par là. Vous ouvrez... Là, on voit que le piston il est au point mort. On le descend, comme là. Vous mettez un tout petit peu d'huile. Et après, vous le faites... alors, bien sûr, il ne faut pas que l'huile reste entre le piston et l'insert. Hein. Ça, c'est pas bon. Il faut que ça redescende par les transferts. Et après, voilà, vous pouvez en mettre aussi par ici. Hein. Ça, c'est pas un problème. Et donc là, ça a tout bien lubrifié. Bien sûr, il ne faut pas en mettre 3 tonnes. Allez, maintenant, on va s'occuper du carbu. Alors, je rappelle, le carbu, on l'avait démonté. Déjà, pour prendre des mesures. Alors, le boisseau, c'est du 10. Enfin 9,90. Et ici, au niveau de l'embase, où il y a les deux joints, c'est du 10. Voilà, ça j'avais mesuré. Alors ça c'est bien. On va. Là pareil, c'était sec. Hein. On va mettre un peu d'huile. Hop, hop, on lubrifie comme ça. Et là, on repère où est la gorge là. Pour la mettre bien en face, la gorge où va venir la vis de ralenti. Là, pareil, la vis de ralenti, il y a un petit joint torique. Alors, c'est important, si vous voulez pas le massacrer, de lubrifier. Bon, là, j'en ai mis un peu trop, mais bon. Voilà. Et on va faire correspondre que ça, voilà, que ça aille bien. Hop. Alors, bien sûr, j'avais pas prévu le tournevis à côté. À chaque fois, c'est pareil. Où c'est que j'ai un petit tournevis? Ben, bien sûr, j'ai pas de petit tournevis. Tac, tac, tac. Ah là 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 là. C'est quoi cette histoire? Bon, on va essayer de faire comme ça déjà pour le faire prendre. Voilà. Donc on y va vraiment mollo. Hop, 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 hop. Bon, allez, je vais bidouiller avec autre chose. Excusez-moi, c'est les joies. Voilà, j'ai pas le bon tournevis, mais j'ai juste un embout. Et là, voilà. Et là, on voit déjà, ça peut plus tourner. Donc là, c'est bien mis dans la gorge. Donc maintenant, on va pouvoir le rentrer. Et là, c'est nickel. Maintenant, on va juste régler. On va le serrer un peu plus que le ralenti, ça ouvre d'à peu près 1 mm. Allez, je vais chercher le tournevis qui va bien. Je vais retirer mon superbe sopalin pingouin. Parce que maintenant, il n'y a plus trop de risque qu'il y ait d'huile qui aille sur ma
nappe collector. Alors là, on voit que là, ça ferme complètement. Alors, on le maintient à mi-course et on serre doucement. Hein. Il faut toujours faire attention de ne pas pouvoir le marquer. Là, on peut voir que c'est pas encore suffisant. Surtout que pour le rodage, il faudra un peu le visser. Voilà. On va le laisser comme ça. Je vais remettre un petit coup. Voilà. Et là, ça ouvre nickel. Le boisseau est bien lubrifié. Allez, ça, c'est parfait. Allez, maintenant, on va mettre la clavette. Alors là, je vais remettre un tout petit peu d'huile sur la clavette parce que ça aussi, c'était monté à sec. Tac. La clavette. Je vais mettre que le serrage soit accessible de l'extérieur, hein, comme l'échappement est là, la serre de la voiture est là. Donc voilà, je le mets en place. Et là, on va juste mettre un peu d'huile sur l'embase. Voilà, j'en ai mis un peu trop. Voilà, nickel. Comme ça évitera de faire comme d'origine, hein, que le joint avait été un tout petit peu marqué. Voilà, donc là, ça rentre parfaitement. On voit que là, ça s'est un peu déboîté. Là, on va pouvoir mettre la rondelle élastique, le petit écrou, c'est clé de 7. Attendez, je regarde si l'écrou, il n'y a pas un sens. Bon, il n'y a pas vraiment de sens, mais il avait été monté comme ça. J'ai remonté dans le même sens. Et là, il faut une clé de 7. Et là, bien sûr, il faudra, pour le blocage, on le fera sur la voiture, hein, pour avoir un alignement. Voilà, comme ça permet de le bloquer. Là, je vais juste un tout petit peu le serrer. Voilà, pas trop fort, hein, parce que à chaque fois, ça le marque un peu. Et là, on fera en sorte que la commande soit parfaitement parallèle. Il faut que ça tire bien en ligne, parce que autrement, le boisseau, vous allez l'user, il va coincer. Donc, il faut vraiment que la commande soit bien en ligne. C'est pour ça qu'on a ce réglage-là en rotation, et on a aussi ce réglage-là pour la hauteur. Voilà, donc on a fait le tour de ce moteur, hein, qui est, moi je trouve, qui est plutôt pas mal. De toute façon, qui a bonne réputation et qu'on peut adapter aussi sur d'autres voitures. Alors je remercie encore Cyril de Modis 34, hein, qui a permis de faire cette présentation. Et pour tout ce qui est photo, les cotes exactes, les renseignements, tout ça, j'ouvrirai un sujet spécifique sur le forum de rcmac.com avec la présentation complète du moteur. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur le forum et sur notre chaîne YouTube.